C'était quelle est l'évolution des rapports entre les femmes et les hommes en France? Quelle comparaison entre en Europe et dans le monde? Autre point, quels sont les déterminants des rapports hommes-femmes? Quels sont les liens entre la nature des rapports hommes-femmes et les rapports de pouvoir et de domination, y compris au sein des familles? L'évolution des formes de sexualité ou d'identité de genre a-t-elle un impact? Autre question, les rapports hommes-femmes dans l'enfance, quel impact de l'éducation familiale, de l'école, des réseaux sociaux? Autre question, quel impact du travail domestique, de la charge mentale sur les rapports hommes-femmes? Comment la mesurer? Comment la partager? Quel impact des évolutions du travail, versus le télétravail par exemple? Comment faire évoluer les rapports hommes-femmes? Quelle part des hommes et des femmes? Par la loi, l'éducation, l'évolution des comportements, la mixité? Comment avancer vers l'égalité salariale? Autre point, comment se protéger en tant que femme sans exclure les hommes? Comment assumer son genre dans des rapports hommes-femmes plus équilibrés? Et enfin, le dernier point, c'est quel lien établir entre la recherche de rapports équilibrés entre les femmes et les hommes et la lutte contre l'ensemble des discriminations? Peut-on atteindre des rapports hommes-femmes plus équilibrés sans modifier les rapports de pouvoir dans l'ensemble de la société, sans rechercher des apports de coopération plutôt que de concurrence ou de domination dans la société? Voilà, donc un aperçu de la synthèse un petit peu qui avait été évoquée lors du précédent comité. De votre point de vue, pour essayer de voir, c'est quoi la nature du problème qu'on aurait à résoudre, y compris en termes d'amélioration de l'action publique? Je me suis dit que c'est une des premières inégalités qui vaut la peine de travailler dessus. Je vais te parler par rapport à mon travail, par exemple. Moi, je suis dans le domaine du care, comme le secteur du soin, de l'accompagnement des personnes. Je trouve ça hyper dommage qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui y soient. Faire en sorte que euh, tout le monde s'y retrouve. Voilà. Aussi bien les hommes que les femmes. La violence. La violence, qui est quand même un sujet qui est très important. Elle traverse, y compris le monde intime, le monde familial, la manière dont on fait les enfants, enfin voilà. Donc c'est pas simplement des classes sociales qui à l'échelle macro serait mais ça traverse, ça structure nos vies entières, y compris nos subjectivités, enfin voilà. Donc en fait c'est puissant en fait la question du genre. J'avais 20 ans, la femme devait demander l'autorisation à son mari pour ouvrir un compte en banque. Il y avait un chef de famille et tout ça, je l'ai vu disparaître. À côté de ça, je me dis bon ben moi quand même, je vis très très bien et je vois tous les jours, je vois dans la presse, dans des images, je vois les femmes afghanes et je me dis chez nous l'égalité est en marche et on est quand même très bien parti. Et est-ce que c'est là-dessus qu'il faut se battre d'abord maintenant? Après, bon, je suis d'accord, hein. C'est pas parce que c'est pas parce que l'égalité est en marche qu'il faut pas se battre pour qu'elle le soit encore plus. Les femmes continuent de vivre des situations qui sont proprement inacceptables. Inacceptables. Et on va pas se comparer à une femme afghane pour dire que non, mais c'est pas si pire. C'est juste inacceptable. Et pourquoi c'est inacceptable? Parce que précisément, nous nous sommes complètement appropriés cette idée d'un individu respecté pour lui-même, indépendamment de sa sexualité, indépendamment de ses manières de vivre, indépendamment de son genre, indépendamment, etc. Et c'est précisément parce que nous sommes appropriés ces valeurs fondamentales pour la démocratie que toutes ces conduites qui sont directement héritées du patriarcat sont inacceptables. Il y a des différences génitales, des différences sexuelles, mais c'est pas ça qui définit la masculinité et la féminité, ni le fait d'être désigné comme un homme ou comme une femme. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est des normes sociales. Et le genre, quand on dit genre, c'est ça. C'est comment une société donnée, à un moment donné de son histoire, institue ce que doivent les normes de ce que doivent être le masculin et le féminin, qui sont désignés comme des hommes, comme des femmes, ou comme des non-hommes ou des non-femmes. Voilà. Et donc tout ça, c'est une histoire d'institutions, de normes, de lois, de règlements, de représentations culturelles. Donc quand on dit genre, c'est tout ça. D'accord? C'est le fait que, qu'on le veuille ou non, nos vies sont structurées à travers des rapports de genre. Donc tout est genré. Parce que souvent, on confond la question de genre avec la question d'identité de genre. Oui. Là, on parle d'autre chose. Là, on parle de fabrique sociale des inégalités à travers le fait qu'on est désigné comme homme, comme femme, y compris dès la naissance. On peut faire un focus sur le genre, c'est fondamental, vous avez absolument raison,
Il faut jamais perdre de vue que ça s'enchevêtre avec d'autres types de rapports. Dès lors que des sociétés humaines s'organisent, se mettent en place des rapports de pouvoir, mais qui sont intrinsèques à la vie sociale, et c'est pas grave. Là où ça devient problématique, c'est lorsque ces rapports de pouvoir fabriquent des inégalités, fabriquent de la disqualification, fabriquent des stigmatisations, là, ça pose un problème. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les saisir en tant que tels. Et là, du coup, on fait de la politique. Dès lors qu'on définit certains types de rapports de pouvoir ou la manière d'exercer certains types de pouvoir comme étant jugés comme étant de l'ordre d'un exercice de la domination, ou de l'humiliation, de la stigmatisation, etc. Là, du coup, on rentre précisément dans le dur du sujet, qui est que est-ce ce type de monde dans lequel nous voulons vivre. Et là, on fait de la politique. Il y a une rupture anthropologique, cinquantaine d'années sur des millénaires de patriarcat. C'était l'inverse. On était sur un principe d'asymétrie hiérarchisée pour des raisons religieuses, puis pour des raisons médicales. Au XIXe siècle, on en sort qu'il y a depuis 50 ans, grâce au féminisme d'ailleurs. Et apparemment, tout n'est pas résolu. C'est ça là, le moment historique. Il y a des exemples d'organisations sociales où en fait les hommes n'ont pas de pouvoir. Donc c'est des sociétés matrilinéaires, matrifocales, où c'est très simple en fait, c'est que la terre se transmet par les femmes. Donc là, c'est des sociétés où au fond, il y a une différence très claire entre le masculin et le féminin, mais il n'y a pas spécialement de hiérarchie. Les femmes ne dominent pas les hommes ne dominent pas les femmes. Donc le patriarcat, c'est très simple, c'est la définition d'une différence fondamentale entre les hommes et les femmes, et cette différence, elle est la cause de la hiérarchie. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un héritage, une trajectoire historique d'héritage patriarcal plurimillénaire. Plurimillénaire. Donc il faut bien comprendre ça. Pendant très longtemps, la justification, elle était de type religieuse. Donc au fond, cette légitimité du patriarcat sur fondement religieux a été non pas remplacée, puisque le patriarcat religieux a continué d'exister, il a été redoublé d'une certaine manière par une légitimité scientifique, médicale, où on expliquait que la différence de sexe, elle est telle que au fond, la nature, voilà, donc au fond là, on fait parler la nature, mais comme un ventriloque. La nature a fait que le corps des femmes était tout entier dévolu à la reproduction. Et donc, il était normal que, socialement, leur rôle, leurs aptitudes, leur représentation de soi, leurs identités, leurs désirs, leurs appétences soient tout entiers conformés à cette nécessité naturelle. Tandis que les hommes qui, au fond, ne peuvent être pères que quelques instants, comme dirait l'autre, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Et il est bon qu'il en soit ainsi parce que c'est ça qui va les rendre disponibles pour tout le reste. Et tout le reste, c'est quoi? C'est la créativité, c'est l'esprit d'entreprise, c'est le génie artistique, c'est les guerres de conquête, c'est la technologie, etc., etc. Donc, au fond, pour que certains puissent produire, il faut qu'il y en ait qui représentent la puissance idéologique, sociale, etc., de justification des bonnes raisons pour lesquelles, non seulement on devait absolument différencier les hommes et les femmes, les masculins et les féminins, mais il fallait absolument les hiérarchiser. Donc ça, jusqu'en 1975. Pourquoi 1975? Parce que c'est le début de la modification de la loi où on autorise les femmes de ne plus être mineures dans le cadre du mariage. Vous vous rendez compte? Donc, à partir de ce moment-là, elles vont pouvoir ouvrir un compte en banque, elles vont pouvoir faire une activité professionnelle, elles vont pouvoir se déplacer à l'étranger sans l'autorisation du mari. 75. Donc, on en sort à peine. Alors, pourquoi on en est sorti? Mais grâce aux féministes, grâce au mouvement féministe. Si les filles n'avaient pas dit non, c'est quoi cette histoire de nature qui me dit ce que je dois être? Moi, je pense qu'en 50 ans, en droit en tout cas, on a démonté le patriarcat. Le patriarcat était fondé fondamentalement sur une différence hiérarchisée. Aujourd'hui, en droit, que ce soit dans les principes politiques, dans le droit, etc., c'est exactement le contraire. On n'a pas le droit de se prévaloir d'une quelconque différence pour justifier d'une quelconque inégalité ou d'une quelconque discrimination. Donc les différences aujourd'hui ne peuvent plus être le support des inégalités et des discriminations, alors qu'elles avaient été pendant des millénaires. Vous voyez, c'est un bouleversement. Voilà. Donc, grosso modo, on est passé d'une société patriarcale à une société égalitariste, qui nous rend d'autant plus sensibles au fait que
ni cette égalité n'est complètement réalisée, ni les discriminations ont disparu, ni les violences ont disparu non plus. Donc c'est ça qui fait notre extrême sensibilité à ces enjeux-là, précisément parce que nous sommes passés de l'autre côté. Nous sommes passés de l'autre côté. Nous sommes plus en lutte contre le patriarcat, puisqu'en fait, il a été démantelé, mais nous sommes en lutte contre, on pourrait dire, la traînée historique, notamment y compris dans les représentations, qui fait que on a le sentiment qu'en dépit du fait que nous vivons officiellement dans une société égalitariste, il y a d'énormes difficultés à réaliser cette égalité. Voilà. Donc ça va renvoyer, à partir de ce moment-là, ça va renvoyer à des questions d'éducation, et notamment la question de la différence d'éducation entre les garçons et les filles. Donc le problème qu'on a aujourd'hui à résoudre, c'est que il y a ce sentiment extrêmement frustrant, notamment chez les femmes, que de se dire que on est les héritiers quand même de cette aspiration à l'égalité, de cette aspiration à la reconnaissance de soi comme personne, et au quotidien, on se rend compte que ça soit le plafond de verre, vous savez, le fait que dans les professions, plus on monte en grade, plus les femmes disparaissent. On appelle ça le plafond de verre, hein. C'est de plafond invisible qui fait que voilà, bah, les promotions, machin, etc., c'est toujours pour les garçons. Que les orientations vers les métiers les plus rémunérateurs, etc., bah, c'est pour les garçons, c'est moins les filles. Les filles, c'est le CAIR qui est disqualifié. Voilà. Et que par ailleurs, bah, sur les trucs rémunérateurs, etc., que ce soit les écoles d'ingénieurs, l'informatique, alors que alors que le niveau en maths des filles est exactement le même que les garçons. Hein, les meilleures des filles sont aussi bonnes que les meilleures des garçons. Les filles moyennes en maths sont aussi bonnes que les garçons moyens en maths. Hein. Mais il y a tout un système voilà, de représentation, mais aussi peut-être de stéréotypes inconscients de la part des éducateurs ou des instituteurs ou des machins, etc., qui fait qu'à un moment donné, bah, les filles ont moins envie ou se sentent moins légitimes ou pensent que ça va être trop la compétition, etc., etc., et elles pensent qu'elles sont moins équipées ou qu'elles vont devoir se cogner des formes de discrimination qu'elles n'ont pas envie de vivre, etc., etc. Et au final, on a ces formes de distribution, je dirais, dans les types de professions, plus le plafond de verre, qui fait qu'il y a plein de mécanismes qui conduisent à ça, sans compter qu'on a affaire maintenant, donc du coup, on a un problème avec les garçons, hein, puisque les garçons, ils devraient être supposés être équipés pour vivre dans des sociétés paritaires, égalitaires, etc., où au fond, la question des identités de genre, elle n'est pas grave, la question des sexualités, on s'en fout, etc., puisqu'on est sur quand même une reconnaissance des particularités des uns et des autres. Et au fond, c'est pas grave, parce qu'au fond, fondamentalement, dans une société égalitariste, le genre n'a plus aucune importance. Le genre, ça sert à rien. Ça sert plus à rien, hein, que ce soit en termes d'accès à des métiers, que ça soit, voilà, ça sert à rien. La seule utilité du maintien des catégories hommes et femmes, c'est les discriminations. Sinon, à quoi ça sert? Puisque même en droit, vous savez que le droit est allé tellement loin qu'aujourd'hui, la notion de famille, la notion de parent, n'est plus définie par la différence de sexe. Le droit est devenu totalement indifférent à qui sont les gens qui font famille, qui sont les gens qui font des enfants, qui sont les gens qui sont des parents, totalement dissociés des questions de sexe et de sexualité. Le droit aujourd'hui s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est faire famille. Et là, il y a des responsabilités. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est pas le fait que vous soyez homosexuel ou pas homosexuel ou hétérosexuel, que vous soyez marié ou pas marié, que vous savez, ça n'a plus aucune importance du point de vue de ce qui est une famille. L'important, c'est la responsabilité que vous engagez, la responsabilité éducative que vous engagez vis-à-vis des enfants. Le paradoxe, c'est qu'on vit dans des sociétés qui sont en train, d'une certaine manière, d'achever, alors pas naturellement, hein, parce que ça râle de tous les côtés, d'achever le principe de l'égalité et au fond de la différence au genre et puis aux sexualités, etc., parce que ça ne veut rien. Et le fait que nous continuons de vivre avec effectivement des formes de harcèlement, des formes de discrimination, etc. Et donc, qui sont devenues d'autant plus insupportables, d'autant plus inacceptables. Voilà. Donc, l'enjeu, il est là. C'est comment on fait pour comment dire, réaliser ce principe d'égalité, non seulement des conditions, mais au fond, je dirais d'une certaine manière, d'indifférence au genre et aux sexualités qui permettent à chacun de vivre sa vie comme il l'entend. Encore une fois, puisque ça n'a plus aucune nécessité, hein, alors que pendant très longtemps, c'était fondamental dans l'organisation de la société, mais aujourd'hui, on vit dans une société où ça sert plus à rien, en fait.
Hein. Simplement, ça ne sert qu'à maintenir des différences, activer des stéréotypes qui vont à leur tour activer des discriminations, etc., etc. Donc là, il y a une responsabilité collective, une responsabilité éducative qui est absolument fondamentale. Des millénaires de construction religieuse, plus 2 siècles de médicalisation sur fondement scientifique, on s'en sort pas comme ça. C'est pas totalement gagné du point de vue des représentations, c'est pas totalement gagné, voilà. Mais ça, c'est une loi sociologique. Plus l'égalité se réalise, plus elle va rencontrer des résistances de plus en plus radicales. Le retour de tout ce qui est national-populiste, nationaliste, etc., etc., va rechercher dans ces fondements de différence hiérarchisée des principes de restauration d'un monde normal ou d'un monde stable, évidemment, qui s'oppose au monde qui est compliqué, qui est devenu le nôtre, parce qu'effectivement, si on peut plus invoquer ni Dieu ni la nature pour prétendre définir qui on est et que c'est un travail de chacun et que en fonction des outils et des équipements et des ressources qu'on se donne les uns les autres, ça se passe le mieux possible. Ça, c'est compliqué. La fabrique de l'individu démocratique sans double standard, c'est hyper compliqué. C'est beaucoup plus simple de dire ah, c'est Dieu ou la nature ou la patrie qui veut que pas de nécessité à ce que les choses s'améliorent. Ouais. Tu vois, c'est pas parce qu'on a fait cette rupture anthropologique à force d'énergie considérable mobilisée pour déconstruire le modèle, on a une garantie que on va vers du mieux. Du tout. On n'est pas du tout à l'abri de ce qu'on appelle des backlash, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça soit remis en cause, et on voit bien aux États-Unis. On pensait que l'avortement, il était garanti à l'échelle fédérale. Ça n'est plus le cas, c'est descendu à l'échelle des États. Alors, là où c'est intéressant, c'est que ça constitue un enjeu pivot d'une élection aux États-Unis. Il faudrait définir la situation actuelle, non pas comme le passage, disons, à un modèle égalitariste qui irait tendanciellement vers du mieux, mais par le passage à un modèle égalitariste constamment mis sous tension par ces contradictions intérieures. De la même manière que tous les régimes autoritaires, théocratiques, machin, etc., c'est absolument central. Il y a une obsession des talibans pour le sexe et pour le genre et la sexualité. Il y a une obsession du régime iranien sur la question du sexe. Il y a une obsession de Poutine pour les questions de genre et de sexe. Il y a une obsession dans l'extrême droite et dans tous les fascismes et dans la montée vers le nazisme, une obsession de ces questions de genre et de sexualité. Donc c'est absolument central. La violence autrui massivement masculine, toutes ses formes, que ce soit sous forme de bagarre, que ce soit violence routière, que ce soit criminalité, etc. C'est 95% masculin. Voilà. Et la violence contre le partenaire intime, dès lors qu'on sort de la catégorie violence psychologique, on bascule sur violence physique, c'est pareil, c'est massivement masculin. C'est une pratique sociale masculine, très clairement. Donc oui, la question de la violence, elle est centrale. Les violences masculines ne sont pas exactement de même nature que les violences masculines quand on était dans le patriarcat. Quand on était dans le patriarcat, la violence masculine, au fond, elle était normale. Elle était normale, il s'agissait d'exercer des privilèges et une domination. Et si on ne parvenait pas à le faire par l'intériorisation par les subalternes de leurs conditions subalternes, on mobilisait à ce moment-là des formes plus coercitives ou dissuasives de violence, où on faisait de la répression violente de quelqu'un qui aurait transgressé la norme, qui aurait prétendu être autre chose. Donc au fond, c'était des formes normales de violence. Aujourd'hui, c'est des formes qui sont considérées comme déviantes. Donc on a un problème avec les garçons, et ça, à toute classe d'âge en fait, y compris chez les plus jeunes, parce que notamment le harcèlement numérique, etc., dans les collèges, dans les lycées, c'est notamment sur des motifs de sexualité, sur des motifs d'identité de genre, toutes les formes de... et puis on le voit sur les pratiques, le rapport à la pornographie, même le rapport à la violence de la relation intime, pas forcément des gens qui sont en couple, etc., mais sur des pratiques sexuelles pas complètement... la question du consentement qui est pas comprise, qui est pas intégrée, qui est pas... Enfin, voilà, chez les jeunes, les jeunes hommes. Et chez les plus vieux, on voit effectivement des
des formes de déstabilisation qui peuvent conduire certains d'entre eux, et c'était ça pour le produit de la recherche qu'on a faite, justement dans des conditions de conjugalité où, parce qu'ils ont été fragilisés, parce qu'ils peuvent pas s'affirmer socialement, parce qu'il y a des problèmes de réussite sociale ou professionnelle, ils sont confrontés à des situations de contrariété, et c'est cette contrariété souvent qui conduit à la violence. Contrariété et l'incapacité à gérer. Donc, au fond, par défaut d'équipement, on dirait culturel ou subjectif, ou sur la gestion émotionnelle, ou sur etc. Il est conduit à mobiliser la violence. Alors, le paradoxe nordique, c'est quoi? C'est que si on observe les taux, les indices d'égalité de genre, les pays scandinaves et la France tout de suite derrière, c'est les plus élevés au monde. Et si on met ça en regard avec les taux de violence contre partenaires intimes, c'est aussi les endroits où ils sont le plus élevés. C'est hyper bizarre quand même. Ça semble paradoxal. En fait, c'est un faux paradoxe. Pour quelle raison? Parce que quand vous êtes en régime patriarcal, il y a plein de monde, la plupart de la population dans le monde vit sous régime patriarcal. Ben, les violences, tout simplement, elles sont pas sues, elles sont pas connues, elles s'exercent dans le secret de l'espace domestique, privé, etc. Elles sont pas poursuivies pénalement, etc., etc. Il y a pas de, il y a une dissuasion de la plainte si d'aventure on allait se rendre dans un commissariat de police. Il y a le contrôle social, machin, etc. Donc au fond, ils ont des taux de violence contre partenaires intimes ridicules. Donc déjà, on peut dire que en fait, pourquoi y a-t-il des taux si élevés? C'est précisément parce que il y a une égalité très forte et des attentes en termes d'égalité très fortes. Donc, il y a à la fois comment dire, d'un point de vue subjectif, la légitimité à les dénoncer, y compris quand on est victime, entourage de victimes, et d'autre part des dispositifs de prise en charge et donc de comptabilité statistique qui fait que les taux sont cours d'assises et sont encombrés à 80% par des crimes sexuels. C'est des masses en fait, c'est des pratiques sociales massives. Pendant longtemps, ce type de violence n'était pas considéré comme un problème public. D'une certaine manière, on a des taux de violence de partenaires intimes. En fait, c'est un relativement bon signe. C'est le signe que les victimes et leur entourage le signalent et que le système judiciaire le prend en charge. Alors insuffisamment, au nom de politiques publiques où il y a une sensibilité accrue sur ces affaires. Et notamment, il y a eu un Grenelle de violence conjugale en 2019, là. Et en fait, jusqu'à ce moment-là, notamment la question des auteurs, elle n'était pas posée. Elle n'était pas posée et juste, donc les auteurs étaient considérés comme des déviants à la norme qu'il fallait sanctionner pénalement. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que si on voulait éviter la récidive, la prison ou la sanction pénale, en fait, les ressorts sont tellement intimes, la sanction pénale ou même la prison, en fait, ça changeait rien, en fait, truc, et donc il fallait prendre en charge les auteurs. Et les prendre en charge précisément, mais c'est ça qui manque toujours, en réalité. Les résultats de la recherche qu'on a faite nous montrent, en allant jusque la prise en charge des ressorts de la masculinité, qui n'est pas fait encore aujourd'hui. La dimension, disons, sociologique de ces violences, relative à la masculinité, il y a une énorme difficulté en France à les prendre en charge, à la différence de ce qu'il fait au Canada, ou en Espagne, ou en Suède, ont essayé de mettre en place, donc les policiers, les gendarmes, etc. Enfin, voilà. Et notamment, à un moment donné, quand je fais l'enquête, ils étaient tous convaincus, leur modèle, c'était ce qu'on appelle le cycle de la violence. Je t'aime, puis après je t'aime moins, puis je t'insulte, et puis etc. Après je te tape, après je te demande pardon, nanani, nanana. Des espèces de cycles comme ça d'emprise en fait, de mise, voilà. Et donc c'était leur grand truc. Sauf que nous, on a montré qu'il y a plein d'autres logiques d'action qui conduisent à la violence qui rentrent pas dans ce schéma. Et donc du coup, à un moment donné, ça tombe à plat. Si tu t'adresses à quelqu'un qui est auteur de violence contre son partenaire intime et que tu lui racontes ton histoire de type de la violence et que ça correspond pas à les ressorts de son action, il décline en prenant les bras et en disant non mais lui il est pas violent en fait, ce qu'il a fait c'est pas vraiment de la violence. Et donc en fait tu n'arriveras pas à toucher les ressorts qui font que voilà. Donc oui il y a des trucs il y a une sensibilité plus grande de la part de l'action publique, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, il y a une trentaine de centres de prise en charge des acteurs de violence qui ont été mis en place en France en l'espace de 3 ans, ce qui est considérable comme mais avec des dispositifs de prise en charge extrêmement hétérogènes, voilà, et notamment voilà, cet angle mort des masculinités qui ne sont pas pris en charge spécifiquement.
Donc, pour répondre oui, ça va dans le bon sens, mais évidemment, c'est pas complètement satisfaisant. Les garçons, en fait, ils sont élevés avec une forme d'égocentrisme légitime. Le garçon, très tôt, il comprend que ce qu'on attend de lui, c'est d'avoir des projets, c'est de faire des trucs, c'est d'avoir des hobbies, c'est d'avoir des passions, c'est de faire des trucs, de faire des trucs. Et au fond, de juger le fait qu'on est un garçon, pas forcément un garçon viriliste, masculiniste, machin, etc. On n'a même pas besoin de ça. Simplement défini par le projet, par l'action, par l'entreprise, etc., mais qui, au fond, renvoie à tout cet imaginaire hein, de la division hiérarchisée entre féminin et masculin. Et pour les filles, c'est l'inverse, c'est, au fond, elles sont socialisées à l'altruisme obligatoire. Très, très tôt, les filles, elles comprennent que elles ne pourront être reconnues, valorisées, etc., que si elles s'inscrivent dans un tissu de relations, dans un truc hyper relationnel, dans le rapport aux autres, etc., etc., et que c'est ça qui va leur permettre d'être reconnues, d'être aimées, éventuellement, par leurs parents, par l'entourage, etc. Donc, vous voyez, égocentrisme légitime et altruisme obligatoire, c'est pas exactement les mêmes types de subjectivité qu'on façonne. Si on n'y fait pas gaffe, les cours de récréation, en fait, hein, c'est au milieu les garçons qui jouent à la balle, etc., qui font des jeux violents, des trucs, machin, etc. Dans la périphérie, les filles qui discutent ou qui sautent à la corde. Donc la cour de récré, en fait, elle est documentée comme étant un espace de fabrique de la symétrie de genre dès le plus jeune âge. Donc il y a plein de travaux qui ont été faits, qui ont été pris en compte, et donc on peut avoir des politiques publiques à l'échelle établissement qui précisément, dès lors qu'il est informé du fait que ça fabrique de l'identité, très tôt, dans les représentations, et du coup, ça renforce l'égocentrisme légitime des garçons, et ça renforce l'altruisme obligatoire des filles, eh bien, on peut mettre en place des dispositifs matériels, physiques, de redéfinition de ce qu'est une cour d'école, pour garantir que ça laisse aux gamins la possibilité, soit quel que soit leur sexe ou leur genre, soit de participer à des activités physiques intensives, soit au contraire d'avoir des moments plus calmes, sans que chacun se sente obligé de le faire parce qu'il est une fille ou parce qu'il est un garçon. L'école française est devenue mixte à un moment donné, mais cette mixité n'a jamais été pensée, n'a jamais constitué un matériau éducatif et pédagogique. Jamais. C'est juste récemment que la question a été posée, ce qui explique que tant qu'on faisait rien, l'école, à son corps défendant d'une certaine manière, reproduisait les différenciations de genre, les attentes, les subjectivités, etc., qui conduit encore aujourd'hui plein de filles à pas vouloir faire des écoles ingénieurs. Ça fait partie des inégalités invisibles. Aujourd'hui, on sait que c'est un problème politique et que l'inégal partage des tâches domestiques et parentales, qui est toujours un fait statistiquement montré, est aussi un des ressorts des inégalités salariales, un ressort des etc. Et ça, c'est compliqué parce que on est dans l'intime de la vie des gens pour que la différence, il ne s'agit pas de nier les différences, hein, que ces différences ne fabriquent pas d'inégalités sociales. Donc, à un moment donné, il faut mettre en place des dispositifs. Alors, en France, on est quand même bien lotis, hein, puisque si on compare internationalement, on est sur les indices d'égalité de genre les plus élevés au monde après les pays scandinaves. Et notamment, donc ça c'est dans tous les domaines, hein, c'est sur la politique, le machin, l'emploi, hein, et notamment parce qu'il y a une politique très active de garde collective des jeunes enfants, enfin de prise en charge sociale de la garde des jeunes enfants. Vous allez c'était en Autriche ou en Allemagne, c'est impossible. Il n'y a rien de prévu. Ou au Japon, c'est impossible. C'est-à-dire que dès que les jeunes femmes ont des enfants, elles sont obligées de s'arrêter de travailler. Évidemment, en perdant tous les bénéfices, hein, que seuls les bénéfices des privilèges masculins, qui eux sont pas obligés de s'arrêter de travailler, donc bénéficient de promotion, bénéficient de formation, bénéficient de mobilité, etc. Ça, c'est de la mécanique. Donc là-dessus, c'est pas forcément de l'intentionnalité. On est vraiment sur des process systémiques, mais qui sont hyper connus. Et de ce point de vue-là, les sciences sociales, ça sert à quelque chose. Tous ces mécanismes, ils sont hyper connus, ils sont hyper documentés. Simplement, après, il faut la capacité politique, que ça soit à l'intérieur d'une organisation ou en termes d'action publique, que de dire, bon, voilà, c'est juste pas acceptable, donc on va mettre en place les dispositifs, etc. Mais si on prend l'exemple du plafond de verre,
exemple parmi d'autres, hein, qui fait que plus on monte dans les hiérarchies, moins plus les femmes disparaissent, y compris dans la fonction publique. Pour que ça change, il faut qu'on pose le problème. Mais rien que ça, à poser le problème. Alors que les gens sont persuadés qu'ils sont non discriminants, sont persuadés qu'ils sont égalitaristes, sont persuadés que, etc. Et en fait, ils ne mesurent pas l'ensemble des mécanismes qui contribuent à la fabrique des inégalités. Donc, il y a une méthode très simple, c'est de dire, bon, ok, nous, on voit ce qu'on voit. Hein. Donc, quel est le travail collectif qu'on peut faire? Et dès lors qu'on est capable de lister tous ces mécanismes, de les mettre sur la table, bah, en face, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on met comme dispositif qui va permettre de contrecarrer ces... Ce qui nous gêne le plus en France, paradoxalement, en fait, c'est cette culture de l'égalité de genre. Les gens sont tellement persuadés qu'on vit dans un monde qu'il suffit d'avoir énoncé l'égalité pour qu'elle se produise. En fait, ils comprennent pas pourquoi il faudrait qu'on remette le truc sur le métier, alors qu'en fait, ça se joue tellement dans le détail et dans les trucs non intentionnels, hein, parce que nous, on rabat les discriminations sur l'intention, en fait, non, que ça suppose une certaine ingénierie, en fait, hein, volontariste, hein, voilà, d'ingénierie volontariste de lutte contre les discriminations, les inégalités et les machins, qui suppose une volonté politique forte, en fait, et qui suppose qu'il soit légitime d'intervenir ainsi sur ces questions de genre. Politique, c'est global, et que la question qui se pose ne se pose pas uniquement en termes de genre, elle se pose plus globalement sur la manière dont on organise la vie ensemble. Et la question du care, elle est intéressante, parce que justement, si on se posait la question du prendre soin, pour le dire comme ça, on verrait que ça ne concerne pas que certaines catégories de personnes dont on considère qu'elles sont nécessiteuses pour telle et telle raison. Et ça, c'est toutes les réflexions féministes qui ont apporté ça. C'est qu'en fait, le care, en réalité, il devrait être mis au centre. Parce que la vulnérabilité définit en fait le rapport au care. Aujourd'hui, sur les questions environnementales, la vulnérabilité, elle est étendue à l'échelle de l'espèce humaine elle-même. Et donc, au fond, ce que nous devrions mettre au centre de toutes nos réflexions politiques, c'est la notion de vulnérabilité et du prendre soin, que ça s'asselle des personnes nécessiteuses, des groupes, voilà, ou même du rapport qu'on a avec la nature, avec les non-humains, les machins, etc. Donc, évidemment, là, c'est un déplacement de paradigme politique absolument central qu'aujourd'hui, personne n'a fait. On ne peut pas dissocier les problématiques de genre du reste. Il est absolument vrai et juste et fondé de considérer que c'est un enjeu stratégique central, qu'on le prenne par la question de l'avortement comme c'est le cas aux États-Unis, ou qu'on le prenne par la question de l'égalité, comme ça peut être le cas en France, parce que cette égalité de principe, elle n'est pas réalisée, parce qu'il y a plein d'obstacles cognitifs, juridiques, réglementaires, de pratiques sociales, de dispositifs sociaux, etc., qui empêchent en fait que la question du genre, la question des identités, la question des sexualités ne soit plus un problème existentiel pour les gens. Aujourd'hui, il y a plein de résistances à ça. Soit parce que les gens pensent que l'égalité est réalisée et qu'il y a des choses plus importantes que ça, voilà. Soit parce que les gens, en fait, pensent que il faut pas aller plus loin que ce qu'on est allé. L'idée, c'est pas d'aller vers du moins. L'idée, c'est d'aller vers du plus. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller dans un monde où les rapports de genre vont se dégrader parce que va abonder ce masculinisme réactionnaire conservateur sur fondement nationaliste, populiste, etc. Ou est-ce qu'on va vers du mieux parce que ce qu'on va mettre au centre, c'est les vulnérabilités de tous, c'est le fait que un type d'individu qui n'est pas qui pourrait développer beaucoup plus ses appétences qu'il ne le fait à partir du moment où il est enfermé dans des contraintes de genre. On peut faire un appel à ce que serait le bénéfice pour tout le monde d'être débarrassé au fond des stéréotypes de genre, de la même manière qu'il faudrait faire appel des bénéfices qu'on aurait tous et toutes à modifier profondément nos modes de vie, de consommation, de mobilité, de droit, parce que sinon ça ne va aller qu'en se dégradant. Et sur les questions de genre, c'est devenu tellement radicalisé par comment dire, les activistes conservateurs et réactionnaires, que le faire en termes positifs, c'est de plus en plus compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai chantier politico-culturel là à mener. Et c'est la question qui était posée tout à l'heure. Comment faire que
au fond, ça n'apparaisse pas comme du féminisme radical, disqualifié d'avance parce que, etc., mais que ça apparaisse comme du gain collectif pour tout un chacun, y compris pour ceux et pour celles qui, en réalité, sont enfermés ou s'enferment dans des stéréotypes de genre qui sont limitatifs, ou dans des stéréotypes de ce qui est la bonne sexualité, qui sont hyper limitatifs en réalité et qui produisent plein de souffrances.